the wherewithal, don't have the finances, the resources to do something outside their territory. Now, if we look at the US or Canada or many European countries, we hear a lot of domestic debate on the need for the rule of law, access to justice, democratic values, but their yardstick for others, for smaller countries, is very, very selective at times. And while preserving their national interests, they wouldn't apply human rights yardsticks on themselves. Most of these countries are driven more by the realpolitik, as they see it, rather than by the concern for the international humanitarian law. Now, scrutiny of developing countries is much more stringent. Every now and then, smaller nations are facing sanctions, demands, and for developing countries, it may be a good experience. They are learning how to deal with the high-handedness of a bigger country. But in the process, the fundamental human rights in countries like Pakistan and Afghanistan also get compromised. And there are big contradictions when we are dealing with the issue of international humanitarian law and fundamental human rights. A big example for Pakistan is access to justice program. There was a reform program for which Pakistan got $350 million. But what the United States did itself, by through planting CIA operatives, by employing Pakistanis for intelligence operations, information gathering, they violated the law. They also deployed drones. The way the drones have legitimized in the eyes of the US the intrusion into privacy, intrusion into the sovereignty of a third country. Guantanamo Bay or Abu Ghraib or the Bagram prison in Afghanistan, they are basically examples of this high-handed selective approach of the humanitarian law. Now, another big contradiction is also how the INGOs deal with the humanitarian issue. I remember I was talking to one official from the ICRC, International Red Cross, and we were discussing the paradoxes, the contradictions in the American policy vis-a-vis Pakistan, Afghanistan. And then this official said, well, let's focus only on the humanitarian side of it. Forget about the politics. Yeah. Thank you, Mr. Gould. What effective safeguard mechanisms can be used to hold states accountable for human rights abuses? La prévention, en français. Comment est-ce que nous pouvons prévenir? La question c'est difficile, je sais, mais la raison d'être ici est tenter de répondre à une question très difficile. Comment est-ce que nous pouvons prévenir et éviter? D'abord, prévenir, le cancer est là. Ce n'est pas une question d'attendre. Parler de la prévention, c'est très important quand on n'est pas encore au cœur du problème. Je crois que nous sommes dans un moment où le terrorisme a les moyens d'expression les plus forts dans son histoire, au moins moderne. Parce que jamais on a vu en 5 pays en même temps, la Libye, le Yémen, l'Irak, la Syrie et la Somalie, en même temps, les groupes terroristes sont au centre des guerres civiles qui ravagent ces 5 pays. À ma connaissance, dans les meilleurs des cas, on avait 2 pays, l'Afghanistan et un peu le Pakistan à côté, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a dépassé les frontières, dépassé vraiment les problèmes directs
de la société et on ne peut plus faire d'une analyse locale une réponse à un phénomène qui n'est pas. À mon avis, il y a une partie où on peut faire beaucoup de choses au niveau de la prévention, la partie de voisinage, les pays voisins, ceux qui souffrent moins, qui voient mais qui ne sont pas encore au cœur de la question. Là, les moyens de prévention sont très importants. Mais est-ce qu'on peut le faire sans 3 mots? Un, citoyenneté. Quand on n'est pas citoyen, on a une autre définition. Ça peut être adepte à un secte, ça peut être adepte à un groupe terroriste, ça peut être ce qu'on veut. Mais la citoyenneté prive une bonne partie de la population de leur droit à être et à connaître leur personnalité juridique et économique et sociale à travers l'État. Deuxième, l'absence de contrat social. La plupart des États aujourd'hui qui sont touchés par le terrorisme sont des pays où il n'y avait vraiment pas de contrat social entre le gouvernement ou le régime dominant et les dominés et la population. On ne fait plus confiance à tout ce qui est contrat. Parce que de toute façon, un policier peut arriver à 5 heures du matin, m'arrêter, et puis on peut disparaître pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il y aura quelques communiqués et appels urgents de quelques organisations des droits de l'homme et ça s'arrête là. Mais moi, je continue dans une situation d'incognito. Personne ne sait où je suis parce que j'ai critiqué ce gouvernement ou j'ai publié un tract ou au moins j'ai fait une petite réunion de 15 à 20 personnes. Tant qu'on a cette situation, la production de violence aveugle dans la société n'est pas réservée et monopolisée par l'État. La société, comme dit Freud si bien, les individus aiment bien répéter ce que le despote leur fait. Alors on va répéter les mêmes moyens. Illégal, pour nous, on a notre credo, notre langage et notre système juridique, mahakimna sharia, tout ce qu'on veut, on le fait avec, et c'est ça notre loi. L'État, on s'en fiche parce que de toute façon c'est un État hérétique ou infidèle, etc. Dans ce cadre-là, le travail pour un État de droit, un contrat entre l'État et les citoyens est très important comme moyen de prévention. Et troisième élément, le développement. Le développement. Malheureusement, dans un monde d'illégalité totale au niveau de développement, là où il y a accélération, on ne voit même pas la vitesse, et là où il y a vraiment décadence et impossibilité de sortir, impasse devant le développement économique, on produit des gens sans espoir et sans avenir. Et ces gens-là trouveront leur place n'importe où, sans prendre en considération ce que ça peut faire pour un voisin ou pour une famille ou pour une ville. Ces gens-là qui détruisent leur propre village sont les enfants de ce village. Mais à un moment donné, ils ont senti que ce village ne leur appartient pas. Ils n'existent plus là où ils sont nés.
au niveau économique, au niveau social, au niveau politique. Cette négation a donné le terrorisme. Ça, on doit revenir à une politique de développement capable d'absorber cette marginalisation socio-économique. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Vous avez parlé de Sigmund Freud, je crois, et je partage votre opinion. Absolument, je crois que aussi nous pouvons parler de Hannah Arendt on violence, sur la violence, mais nous n'avons pas. Monsieur Gould. Okay, thank you. Yeah, the same issue, what effective safeguard mechanisms can be used to hold states accountable for human rights abuses? Well, it's again a very tricky question. When it involves a state which is violating the human rights, do the civil society members, do private institutions have enough power to confront that, to stop that? Usually not. But if the democratic structures are functioning in a particular country, despite all the troubles, maybe we can still push for correction, for reform. And I would say that any legislation, whether it is international, originating in Geneva or in New York, or in Pakistan or any smaller country, against terrorism or religious extremism, must be time barred. So this is what has happened in Pakistan. We recently, like about 4 weeks, months ago, had a revival restoration of the death penalty. The parliament passed it, like 2/3 majority of the parliamentarians supported it, that okay, we can resume the executions of the people. There were more than 8,000 people awaiting decisions on their execution. So what then the parliamentarians did, after a long debate in the media, in the civil society, a sunset clause was introduced into the draft legislation. That meant that the special laws will exist only for 2 years. That the army will also have special courts, but only for 2 years. So this happened because of enormous public pressure. And this gave us also hope that on the one hand, you had the parliamentarians, which represent basically the status of forces, status quo, the ruling elites. They came together to pass a special draconian law. The same law is now being challenged in the Supreme Court, the highest court of Pakistan. So there is right now a hearing going on. And this gives us hope that if we can mobilize the community enough, that it takes the legal challenge in its hand, goes to the court, and starts sensitizing the people as well as the judges as to why these fundamental rights abuses are taking place. So I think things can be improved, and also the community mobilization is absolutely essential for discouraging and for deterring the external forces to exploit the local laws, the local conditions. And we are very happy that in the last 6-7 years in Pakistan, we have seen quite a bit of change. Our rulers have been in league with the bigger countries, the United States and others. Whatever Washington wanted to do, it happened to a certain extent. People were abducted, they were detained illegally. But then I think the community, the civil society, the lawyers did play a role in highlighting many of the issues. Thank you, Mr. Gould. Very practical issues, very concrete cases.
to be resolved. What is the role of civil society in holding states and non-state actors accountable? How? Comment c'est possible? La société, C'est très important. Tout le problème, c'est que la société civile est très affaiblie dans les États qui produisent, j'utilise souvent le terme de terrorisme. laissez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce qui fait la première chose? La société affaiblie ou le terrorisme et après la société affaiblie? Non, la société civile est l'ennemi déclaré du régime dictatorial. Pour ça, on fait tout pour assassiner, pour ne pas dire affaiblir, cette société civile. Je donne un exemple de 3-4 pays que j'ai suivis attentivement et j'ai écrit sur leur cas. La Syrie, la Tunisie, la Libye et l'Arabie Saoudite. Le concept de la société civile est passé facilement à un moment vraiment d'endormissement général de pouvoir politique en Arabie Saoudite quand les djihadistes envoyés en Afghanistan avaient besoin des organisations humanitaires. Alors là, heureusement, on a autorisé des organisations humanitaires à travailler. Mais avant, ce n'était pas le cas. On n'avait pas cette capacité. Mais dans un pays comme l'Égypte, après les accords de Camp David et dans un moment où la société internationale fermait les yeux sur la démocratie en Égypte, elle s'en fichait complètement parce que Sadat est celui qui a apporté la paix. Alors, il y avait une législation égyptienne signée par Sadat qui dit que la direction et le président des syndicats en Égypte doit être nommé par le président. Ça y est, il n'y a plus d'élection. Ça a resté, même après son assassinat, 10 ans, après sa mort. Des décisions pareilles, même chose Assad, le père, en 70, il a pris la décision après ce qu'on appelle 31 mars, la journée de grève générale pour la levée de l'état d'urgence par les syndicats syriens, les syndicats des médecins, des ingénieurs, des pharmaciens. Et la décision de l'Assad était la même décision que Sadat, c'est-à-dire éliminer les élections au niveau des syndicats et mettre la tutelle à l'ensemble des syndicats du pays. Et interdire toute association de la société, au sens large du terme, qui n'est pas au service de l'article 8 de la Constitution, c'est-à-dire au service des principes de parti basse au pouvoir. Là, on a fermé la porte à toute activité civile et interdit de faire une organisation des droits de l'homme. On avait la Ligue syrienne des droits de l'homme née en 1962, première ligue dans le monde arabe, qui a été suspendue. On a arrêté son président et 6 de sa direction. Et on est resté sans organisation des droits de l'homme jusqu'à 1978, avec une organisation clandestine cette fois, qui a été arrêtée après 2 ans plus tard. C'est-à-dire, c'est ça ce que je veux dire par le mot assassinat de la société et affaiblir. Comment affaiblir la société civile par un dictateur ou un régime dictatorial. Cette situation ne donne pas à la société civile sa place de
tampon de sécurité entre l'État et la société. D'une part, entre la violence et le droit, d'autre part. Et parce qu'on a mis ces gens-là en prison, ou on a marginalisé, on a poussé ces gens comme moi, par exemple, à l'exil, parce que j'ai échappé à la prison, alors je ne pouvais pas continuer, je suis sorti. Vous pouvez continuer un petit Oui. si vous voulez. Très intéressant. À cause de ça, à cause de cette situation, on s'est trouvé avec le printemps de Damas, par exemple, au début du siècle 2001, juste avant les événements de 11 septembre, avec une association illégale aussi, parce qu'il n'a pas obtenu l'autorisation, qui s'appelle Ihya al-Mujtama al-Madani, réveiller ou faire réveiller la société civile, parce que la société civile vraiment n'était pas endormie, n'était paralysée par le régime. Il y a des cas aussi difficiles que ça en Arabie Saoudite, par exemple. Les amis qui étaient les premiers à faire des organisations des droits de l'homme sans Solarjo, maintenant sont en prison. Walid Abou Khair, Matrouk El-Faleh est entré, Abdallah Al-Hamid est entré en prison. Walid et Abdallah Al-Hamid sont toujours en prison, jusqu'à aujourd'hui. La même chose, mais avec moins de, c'est-à-dire de rigueur, on fait attention à la réputation et à la société internationale. On le voit au Bahreïn. Au Bahreïn, il y a plusieurs figures de mouvements de la société civile qui sont en prison actuellement. Et ceux qui ne sont pas, il y a nos amis ici qui sont intervenus avant-hier et hier et qu'on a menacé d'arrestation de leur arrivée publiquement. Alors, ça, on le voit. Comment on parle de rôle de l'intérieur quand on est vraiment sous menace et dans une situation continue d'attaque par les gouvernements autoritaires. Ça, c'est un problème réel qui nous pousse à créer d'autres moyens. Nous, quand on n'avait pas la possibilité de travailler à l'intérieur, et ouvertement, on a créé des organisations clandestines des droits de l'homme, ce qui est inimaginable pour un Français ou pour un Suisse. La clandestinité pour les militants des droits de l'homme, mais on était dans l'obligation de le faire. Soit ne pas avoir des organisations capables d'agir et de prendre un rôle important vis-à-vis les phénomènes essentiels de la vie quotidienne des gens, des droits des gens, soit on démissionne, on dit parce qu'on va aller en prison ou parce que c'est pas légal, on ne peut pas obtenir une autorisation, on ne fait rien. Alors, ce qui nous a poussé à ce qu'on appelle la clandestinité des militants de la société civile et qu'on voit dans plusieurs pays arabes. Et il y a aussi cette networking entre les organisations nationales, régionales et internationales, qui est très important. Quand on a la capacité de travailler ensemble, parce que nous, par exemple, moi je n'avais pas la possibilité un jour de faire un seul training pour mes citoyens, mes concitoyens syriens en Syrie à l'intérieur. Mais j'ai fait pour plus de 80 nationalités à l'extérieur. Alors c'était une solidarité avec les autres militants. Mais en même temps, les autres militants nous ont aidés à avoir la place et aussi la capacité d'entraîner des militants syriens à l'extérieur du pays, d'une façon à ce qu'ils soient protégés quand ils reviennent dans le pays. Alors tout ça, c'est des moyens qui ne sont pas vraiment ordinaires, qui
ne sont pas logiques pour certains amis ou collègues qui vivent dans un pays de droit, mais qui nous sommes jusqu'à aujourd'hui obligés d'aller vers des moyens, on ne peut pas dire illégal, parce que la légitimité du gouvernement est en question. Ce n'est pas la légitimité de la société. Merci beaucoup, Monsieur Mana. Please, Mr. Wu, Yeah, thank you. civil society. Yeah, Dr. Mana has a lot of interesting real-life examples to underline the importance of the civil society organization. I would say that the civil society, despite all the hurdles, the difficulties they face, remains critical to human rights and to fighting injustice. In many countries, the civil society organizations are not welcome. They are viewed with suspicion. But we also have to keep in mind that a lot of work that continues to happen on the rights front, on the legal front, does result from the civil society's relentless focus on fundamental rights and liberties. The civil society, of course, has no political power to enforce laws or directly pressure state or non-state actors. But they remain, I think, instrumental in crafting the narrative through the media and the civil society networks in and outside the country. And the civil society basically helps in creating a string of messages, message multiplication, and campaigning for awareness as much as possible is a primary role of the civil society, which eventually then translates into maybe stricter, better laws in the probably help in correcting official policies as well. So, as I said earlier, Pakistan offers one good example of how the civil society can rise as a big challenge to the forces of status quo. We had former President Pervez Musharraf sitting pretty comfortably until 2007, but then he all of a sudden made a decision, suspended about 60 senior court judges, and it galvanized the entire society. So it was the media, the lawyers, the NGOs, they campaigned then for 2 years. And eventually it was this campaigning that forced the government in March 2009 to restore all 60 judges. With the result that today the judiciary is even taking up petitions, legal challenges against the military, against the government. So that, I think, should give us hope that if the civil society can remain active, proactive, works on community mobilization, it can be a big bulwark against human rights abuses. Yeah, I'll go to the next one. Thank you, Mr. Gur. Now, the last question. After this question, you will have a time to make your own questions. Do you believe that we have reasons or emotions to be optimistic in the future or not? 2 questions, 1 answer, please. Dr. Mana? Monsieur Mana? You know, we have a new term in Arabic created by Emil Habibi, a great poet, Palestinian poet. متشائم. It's half more of optimism.